bonjour et bienvenue à la 13e émission de The Call. Alors nous, ça fait un bail qu'on vous a pas parlé, mais aujourd'hui on est de retour après les vacances notamment, et on a eu quelques complications aussi au niveau technique qui a fait qu'on a pris un peu de retard. Mais aujourd'hui on est frais, non t'inquiète Aquila, je ne parlais pas seulement des tiens, mais aujourd'hui on est prêt, on est tout frais pour vous faire une nouvelle émission qui déchire. Alors pour cette super émission qui déchire, on a Aquila. Bonjour Aquila. Bonjour à tous. T'auras peut-être une chronique en fin de... Peut-être si on a le temps, oui. Ouais, parce qu'on a... Je pense pas qu'on l'aura. On a un bon Ça emploi du m'étonne, temps ouais. aujourd'hui. C'est cool, tout le monde a préparé des trucs. Mathis est là. Bonjour Mathis. Bonjour. Tu vas m'aider pour notre petite discussion sur le jeu vidéo. Oui, bah oui. Et si Akila fait une chronique, je l'aiderai peut-être. Voilà, Mathis, un homme sur qui on peut compter, qui nous aide dans toutes les situations. Surtout pour la météo. Hugo, bonjour. Salut Hugo. Comment ça va Hugo? Bah ça va, donc je vais faire je pense que je vais peut-être passer après Mathis et toi, donc je vais faire une petite annonce aussi jeux vidéo, mais en dehors de ce que vous allez dire, je pense. Voilà, une émission placée sous le signe du jeu vidéo aujourd'hui pour notre ciel de ce magnifique 12 mars. Ouais, c'est ça, on est le 12 mars. Oui. Les conseils de classe étaient hier. Ah non, nous c'est ce soir. Ah, Ouais, voilà. c'est dans 5 minutes. Voilà. Ah, Moi, c'était le premier conseil de classe de la journée. Ah, moi, c'était hier. Ah bah comme ça. Bon, on a fait le tour. Hein. Non, bah non. Eh oh. Moi, je sais pas. Tristan, bonjour. Oh, bonjour Hugo. Peut-être chronique aussi, si j'ai bien Oui, compris. bah, selon le temps qui restera, peut-être une petite chronique livre. Je sais que je dois passer sur une chronique théâtre, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de la rédiger personnellement, du fait de Parcoursup et d'autres Ouais. soucis techniques. Les fins de trimestre, toujours comme ça. C'est hein. Et enfin Tancred. Et le lynchage de prof aussi, entre guillemets. Merci. Bonjour Tancred. Je sais, c'était fait exprès. Bonjour Hugo. Chronique. Ouais, chronique un peu hors série, puisqu'on va parler de films de guerre. Ouais, t'aimes le cinéma? Tu t'y connais? Je suis, oui, comme tout le monde, j'aime certains films. Là, c'est des films qui m'ont marqué, donc j'en parle. Et c'est un peu en lien avec Élite Saint-Marc, puisque c'est principalement sur l'Indochine. Ouais, donc ça sera un peu comme un complément de ce qu'on a vu. Oui, voilà, un complément. Bon, bah si avec ça vous avez pas envie de nous suivre pour l'émission qui arrive, je sais pas ce qu'il vous faut. Et bonjour Hugo. Ah, merci beaucoup, bonjour. Je m'y attendais pas, tu m'as coupé. Oh, c'était magnifique cet oubli. Mais oui, du coup, bonjour à tous. Et ouais, on va du coup pouvoir partir sur une discussion, débat, chronique, un truc sur le jeu vidéo juste après le jingle. Une chose. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, donc cette petite séance d'émission radio sera placée sous le signe du jeu vidéo. Et donc par quoi est-ce que vous allez commencer avec Mathis? Eh ben, par quoi on va commencer? On va d'abord expliquer pourquoi on a eu l'idée de ce débat. Alors, on était en cours d'anglais, et, un cours tout à fait normal, hein, finalement, rien à voir avec le jeu vidéo. Et là, j'ai un pote qui se retourne et qui me fait « Hugo, si tu devais présenter le jeu vidéo à quelqu'un, par quel jeu tu commencerais ?» Et c'est parti de là. Et du coup, ça peut paraître comme une question toute bête, mais ça peut amener à de belles réflexions. Alors, du coup, on a eu 2 points de vue qui sont démarqués. Il y avait ce pote-là qui m'a dit, le jeu vidéo, il faut que les gens qui découvrent le jeu vidéo, ça leur rappelle quelque chose qu'ils connaissent. Et c'est pour ça qu'il m'a proposé Uncharted. Uncharted, c'est un jeu d'aventure où il y a du tir, donc ça... Et c'est très linéaire, c'est très scénarisé, avec des personnages... C'est un FPS ou... Non, c'est un TPS. C'est un TPS, avec des personnages très bien écrits, des très belles musiques, des très belles ambiances, mais en gros, c'est pas un shooter en ligne droite, mais si, c'est un shooter en ligne droite, quoi. Et il m'a dit, du coup, Uncharted, c'est super, les gens qui commencent, ils se croiraient au cinéma, sauf qu'ils jouent. Et moi, je me suis dit, merde, c'est quand même con, quand on commence le jeu vidéo, de devoir forcément le rapprocher à un autre art ou un autre média pour pouvoir le faire tenir par lui-même. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut commencer par un jeu vidéo qui exploite au maximum et qui est représentatif de ce que est un jeu vidéo, tout simplement. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi un peu pendant 5 minutes pendant mon cours d'anglais en faisant mes cours, parce que je suis quand même un élève super sérieux. Non. Et du coup, je me suis Pour dit... Parcoursup. Oui, non, t'inquiète, mon Parcoursup est nickel. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va ressortir
dans une tendance des années fin 2010 que vous avez tous passé normalement si vous jouez un petit peu pendant ces années, je suis retombé et je me suis dit que Minecraft, c'était quand même un super bon jeu pour commencer. Et Tout en pixels. oui, Pixel. alors, autre le style graphique, ça on n'aura rien à faire. Bah, hein, c'est- comme quoi, n'empêche, on peut dire que des fois, il faut du temps et autres pour vraiment gérer un bon jeu vidéo. Mais au final, un petit jeu vidéo fait à base de cubes, eh ben, ça a fait un carton. Bah oui, oui. Mais c'est pour ça que, enfin, justement, on va y venir. Façon de parler. Mais... C'est pour ça qu'à mon avis, déjà, Minecraft a eu du succès. Il était très simple, il était très facile à aborder. Il a eu un grand succès parce qu'il était simple, mais surtout, je pense que Minecraft est un excellent représentant du jeu vidéo. Et du coup, je vais quand même faire intervenir Mathis parce que bon, depuis tout à l'heure, je parle. Et vous êtes Il n'y a là, rien de meilleur. je parle, mais Mathis, on l'entend pas. Et du coup, Mathis, pour toi, qu'est-ce qui définit un jeu vidéo? Très bonne question. Vous avez Ne 4 te heures. bloque pas ici, explique-nous ta pensée. un bon sujet de philo. Dissertation. Je pense qu'un bon jeu vidéo, c'est un jeu qui laisse cours à la créativité du joueur. Mm. Du coup, Minecraft est un très bon exemple. Ouais. Alors qu'un Mais jeu du coup, très... Halo, c'est un mauvais jeu. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Halo est un que mauvais c'est jeu. un bon jeu, mais ça exclut Après, pas les moi, autres types de moi, jeux. je dirais pas que ça développe la Enfin, tu disais que ça permettait de développer la créativité. Bah, ça laisse le déjà en cours à la avoir. créativité. Bah, donc, je dirais pas que ça laisse libre cours à la créativité, mais ça permet de la stimuler. Parce qu'au final, il y a des jeux où tu crées pas, mais tu joues dans le jeu qui a été imaginé. Par exemple, si tu parles de jeux comme Terraria, comme Minecraft, comme, je sais pas moi, Minecraft, Terraria, on a quoi d'autre? On a Robocraft aussi sur Steam qui est sympa, Ouais. B-Siege. Là, c'est vraiment des jeux de créativité. Il y a même Subnautica où même si c'est un jeu d'exploration. Les jeux des bacs à sable. C'est un petit peu un sandbox quoi. Mm. Et au final, il y a certains jeux où tu explores un truc qui a été imaginé. Et moi, c'est ça que j'aime plus. Enfin, j'aime bien créer par l'imagination, tu vois. Mais j'aime plus explorer et comprendre la manière dont les développeurs ont fait et surtout le génie. Moi, personnellement, quand je joue à Bloodborne, je suis béat d'admiration devant le jeu quoi. Là, j'espère que je me suis pas foiré. Quelle était la question que je t'avais posée, Mathis? Pour toi, qu'est-ce qui définit un jeu vidéo? Voilà. Et instinctivement, tu m'as dit, pour moi, un bon jeu vidéo. Et c'est là qu'on part vraiment sur quelque chose d'intéressant, c'est que on parle d'un média, on parle toujours de qu'est-ce que c'est qu'un bon représentant de ce média. Quand on parle de jeux vidéo, là tu m'as instinctivement, un bon jeu vidéo c'est 1-1-1. Quand on parle d'un film, on cherche toujours à savoir si c'était un bon film. Quand on a vu une pièce de théâtre, on se dit est-ce que c'était bien? Quand on regarde un tableau, on se dit est-ce que c'était bien? Et donc se poser la question qu'est-ce qu'un bon film? Qu'est-ce qu'une bonne pièce de théâtre? Qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo? Qu'est-ce que veut dire le mot bon? Ça- Simplement. Déjà, tout Bah, ça simplement. revient à dire qu'est-ce qu'un jeu vidéo. Donc Oui, mais déjà, Et- quand tu poses la question du bon aussi par rapport à une œuvre d'art, à une œuvre de théâtre, de littérature, tu reviens aussi à en dire, à juger cette œuvre par rapport à ce qui a été fait précédemment. Parce qu'au final, c'est grâce à ces piliers-là qu'on va comparer la chose qui a été nouvellement produite. Et aussi, on fait appel à la subjectivité des personnes. Exactement. philo. et du coup j'ai dit oui qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Oui Exactement. voilà. Oui. Et du coup Désolé Mathis de te piquer la parole à chaque fois. Non, c'est pas grave. Et du coup, quand on se pose la question qu'est-ce qu'un jeu vidéo, faut repartir aux vraies bases, pas forcément les premiers jeux, mais qu'est-ce qu'un jeu vidéo à la base? Et du coup, là, je vais vous redonner la parole et je vais essayer de voir s'il y a la réponse que je veux dedans. C'est pour vous, qu'est-ce qui est la chose qui fait qu'un jeu vidéo est un jeu vidéo et c'est pas une pièce de cinéma, enfin une pièce de cinéma, ouais, un cinéma où tu fais des choix, un cinéma qui bouge, c'est pas une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo dans dans sa version la plus fondamentale? Briser le quatrième mur. Non, pas du tout. Non, mais- Clairement pas. Et c'est le fait que, je pense, le joueur puisse intervenir dans le... Exactement. C'est Dans le ça jeu. qui fait le média du jeu vidéo. C'est que c'est un média centré autour de l'interaction. C'est Ah, le premier média. Enfin, Tristan, J'ai envie- Je suis désolé, mais C'est- tu dis jeu vidéo interaction. Le jeu de base est une interaction. Donc bah oui. bah, c'est aussi justement bien, ça, c'est le, ce aussi qu'il est bien, en train de aussi dire. bien. Donc un jeu de plateau est une interaction. Oui. Donc le jeu vidéo, je trouve dire que limiter le jeu vidéo sur cette définition, c'est aussi ne pas laisser la place. Il veut aux juste autres. introduire en Quand on- disant que c'est de l'interaction pour l'instant. Tu vas Quand comprendre on après le pourquoi il dit ça. considère comme un objet de culture, quand
je sais pas l'expression, c'est pas vraiment ni le mot média, ni le mot objet de culture, c'est pas vraiment un art parce que c'est pas défini en tant que tel, en tant qu'art. Enfin, il y a certains jeux vidéo, tu m'excuseras, sont de vraies œuvres d'art. Hein. Ça, c'est pas... On va en reparler tout à Ça, l'heure. le travail fourni, Ça se discute. Bon, on va laisser Hugo terminer quand même. C'est Ouais, pas, laissez-le finir. c'est pas à nous d'en juger. Hein. Vous notez Continue. bien que c'est pas 6 pélos dans une salle de CDI qui peuvent dire oui, le jeu vidéo c'est un art. Oui, mais c'est pas non plus à des tons condescendants de juger non plus. Non. Mais toujours est-il que pour l'instant, ce n'est pas un art, mais à considérer en tant que tel, ce qui fait la singularité du jeu vidéo, c'est son interactivité. Et c'est pour ça que je me disais que non, commencer par Uncharted, c'est pas forcément une bonne idée parce que Uncharted n'est pas le jeu le plus interactif. C'est pas le jeu le plus jeu. Essayez les point and click. Le point and click est un jeu Ça peut être une bonne base. qui dans sa base est un jeu. Mais après, il y a en plus si on sort de simplement vouloir être de proposer un jeu qui est vraiment un jeu quoi. Faut aussi prendre en compte que c'est quelqu'un qui débute, donc un point and click c'est quand même vachement dur pour commencer. Ouais. Et en soi c'est une bonne idée parce que ça représente bien le jeu et la discussion dans laquelle je voulais aller. Le point and click c'est, en plus je l'avais dit dans une autre chronique, c'est à la base du jeu vidéo, c'était là au tout début, et c'est effectivement un genre de jeu qui est très significatif de qu'est-ce qu'est un jeu. Et du coup je me dis, Minecraft ça avait moyen de représenter un vrai, pas un pilier, mais une vraie porte d'entrée. Parce que tout se base sur l'interaction avec le monde pour pouvoir survivre, se développer et explorer. Minecraft, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Il y a toi, le jeu, et en fait, c'est toi qui commence. C'est un petit peu une définition écourtée de l'histoire de l'homme. Voilà, bonjour, je débarque. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah il n'y a pas de manuel pour petit gars. Bon, Non, mais après, pour m'en dire, moi, j'ai joué à quelques jeux vidéo, mais je sais que j'aime bien quand même quand il y a de base un scénario derrière. Mais peut-être te rapprocher du cinéma. Voilà, du cinéma, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le jeu vidéo c'est tellement vaste, parce que depuis sa création jusqu'à maintenant, il y en a eu des tas, des bons comme des mauvais. Tous les arts d'une certaine manière. Mais c'est un peu dire, par exemple, imaginons quelqu'un qui n'a jamais eu une bande dessinée, qui veut se lancer dans une bande dessinée, qu'est-ce que tu conseilles ? C'est même pour un roman, même pour un film. Genre la question, c'est un peu immense en fait. Après, oui, c'est immense, mais évidemment. Après aussi, je pense, ça dépend. Mmh. Oui, ce que j'allais dire, Tristan m'a coupé l'herbe sous le pied, ça dépendait de chacun. Mais en même temps, oui, quand on prend ce genre de discussion, faut pas se dire oui, mais c'est subjectif. Allez, fin du débat, faut essayer de. Genre, moi, j'ai juste envie de réfléchir qu'est-ce qu'un jeu vidéo, pourquoi Minecraft a autant bien marché aussi, parce que Minecraft ça me taraude depuis quelques semaines déjà, j'ai très envie de vous en parler, donc je vais en profiter pour attaquer le sujet là parce que c'est un objet non, je vais le traiter aujourd'hui, mais tu sais que même s'il propose un tuto sur Terraria, il est facultatif et tu peux tout à fait fonctionner sur la base de. Ouais, mais Terraria n'a pas autant fonctionné que Minecraft, donc c'est pour ça que je commençais par Minecraft. Oui, mais c'est pas parce qu'un jeu a autant fonctionné que voilà, Terraria c'est quand même relativement connu. Hein. Oui, mais c'est pas dans ce même style. Je prends un représentant, je prends évidemment que je vais pas pouvoir représenter le jeu vidéo par un seul jeu vidéo. Je vais pas pouvoir représenter comme j'ai fait avec le point and click. J'ai représenté le point and click par Game Fandango, mais je peux pas représenter tout le point and click par Game Fandango. Évidemment, quand je parle d'un jeu vidéo, je parle d'un jeu vidéo et de tous ceux qui suivent derrière, qui s'y ressemblent, qui s'y attachent, qui sont connectés, quoi. Et donc je prends Minecraft parce que de 1 ça parle à tout le monde, de 2 ça fait un max de clics sur YouTube, et de 3 de 3 parce que je suis sûr que beaucoup de gens ici y ont joué. Qui ici n'a jamais joué à Minecraft ? Moi j'ai joué. Et ben voilà, il y a que Tancred, qu'est-ce que t'as fait de ton enfance ? Tancred, je n'aime pas le cubisme parce que je vois. Non mais Tancred, qu'est-ce que ça fait d'être une minorité ? Oh bien, écoutez, j'ai joué à Age of Empires 2 avec les code sheets. Voilà. Les code sheets. J'étais là en mode les code sheets, c'est quoi cette civilisation inconnue ? Voilà. De quoi ? Et j'ai passé une excellente enfance. D'accord. Mais dans le même style, les jeux vidéo parfois ils ne peuvent pas plaire à tout le monde parce que le type va varier en fonction. Mais justement, c'est pour ça qu'on prend un cas général. Oui, et dans le même style, par exemple, on peut voir. Ce qui est vraiment sympa, c'est que dans certains jeux vidéo, pour débloquer
Non, mais par rapport à ce que j'ai code cheat, bah au final, dans certains jeux vidéo, c'est vachement utile parce qu'en fait, tu peux pas débloquer certains objets sans les avoir. Ouais, Je pensais à la moto d'Harley Quinn dans Lego Batman 2. Et du Non, coup, ouais, mais ça me permet de rebondir et dire que le jeu vidéo, donc, à la base, c'est l'interaction. Et là, je sais plus si j'en avais parlé, mais back into saison 4, j'avais parlé d'un petit jeu indé qui s'appelait The Stanley Parable. Et que dont tout le point du jeu, c'était en gros, c'était exactement ça, c'était le choix. Donc ça fait pareil, une bonne porte d'entrée pour le jeu vidéo. Si vous connaissez pas, je vous fais très rapidement le résumé. Tu t'appelles Stanley, t'es dans un bureau, tu as une vie de merde. Et à un moment, tu sors de ton bureau. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et il y a un narrateur. Il y a un narrateur qui dit ce que tu fais, tu vois. Il arrive, il fait Stanley est sorti de son bureau se demandant pourquoi tout le monde était parti. Et à un moment, tu te retrouves dans une salle avec 2 portes ouvertes et le narrateur, avant que tu rentres dans aucune des portes, le narrateur fait Stanley prit la porte de droite. Et là, ça stimule ton envie de prendre la porte de gauche. Et du coup, tout le jeu se base sur l'obéissance, le jeu, le choix, tout ça. Et c'est un super jeu. C'est un jeu indé ultra bien réalisé et tout, c'est vraiment super. Mais c'est surtout un jeu qui te permet d'apprendre que jouer à un jeu, c'est jouer au jeu et avec le jeu. Et c'est pour ça que... Comprendre les mécanismes du jeu, en fait. Les et c'est pour ça que le code cheat, c'est extrêmement intéressant, parce que le code cheat, c'est vraiment... On peut retrouver ça que dans un jeu vidéo, tu vas pas mettre ton code cheat au cinéma. Il y a les easter eggs aussi, ça permet de jouer avec le jeu. Ouais, mais à la limite, on peut en mettre au cinéma des easter eggs. Mais après, je tiens à dire, pour Age of Empires, j'ai commencé à arrêter d'y jouer quand j'ai découvert les codes cheats. Avec le code pepperoni pizza, je crois. Voilà, puis t'as plein d'autres codes. T'avais même un code pour mettre une voiture qui défonçait tous tes ennemis. Enfin, c'est n'importe quoi. Prenez ça, les Romains. Mais après, je pense que parce qu'en fait, c'était un jeu de gestion et du coup là, tu t'arrives un peu par en haut en défonçant tout, alors que là, quand c'est des jeux où tu dois débloquer des situations, c'est vrai. En plus, je crois que vous en avez parlé dans les point and click. Genre quand tu passes 3 heures sur une énigme, t'as envie d'avancer quand même. C'est 2 situations différentes. D'ailleurs, j'ai un point and click en ce moment, je t'en avais parlé. Oui, je me prends bien les cheveux dessus. Oui, sur le truc sur portable. Ouais, c'est Cthulhu Quest, bon, encore du registre Lovecraftien, mais voilà. Pareil, ça fait super compliqué à jouer. Pas compliqué à jouer, mais on va dire... disons qu'en fait, la carte, à chaque fois que tu meurs, tu as une quarantaine de cartes possibles. Et on va dire que ça se recompose différemment. Ce qui fait que tu auras beau tracer une carte sur un papier, tu devras retrouver une carte qui aura été remise dans une autre salle du jeu comme auparavant. Et au final, tout est à 0. Et en fait, ça fonctionne par une suite logique de chiffres où en final, tu te rends compte qu'il y a certaines logiques de salles qui restent permanentes malgré les changements de cartes, même si le changement de carte continue. Et du coup, tu dois t'adapter et c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai complètement perdu où j'en étais. J'aimerais introduire une autre idée le temps que tu retrouves. Vous savez, la plupart du temps, les gens ils vont dire les jeux vidéo. Bon, je vais prendre l'exemple, par exemple, de ton petit cousin qui adore jouer à Call of Duty parce que voilà, il aime bien les FPS. Mais vous savez, il y a aussi des personnes qui vont dire j'aime bien les scénarios, par exemple, de ce jeu comme Undertale, par exemple, ou les Xenoblade ou les Final Fantasy. Et j'aimerais avoir votre point de vue, puisque dans les jeux vidéo, la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, ça reste des FPS, mais il existe quand même pourtant d'autres types de jeux qui sont intéressants. Je reviens Hugo sur ce que je vais dire. Quand je dis par exemple les FPS... Oui, mais quelle est ta question ? T'as pas dit la question ? Attends, j'arrive. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand on dit que la plupart du temps, quand on dit jeux vidéo, la première idée que va avoir tes parents, par exemple, ça va être les FPS. Mais est-ce que pour vous, il existe d'autres jeux dans une catégorie à part que ce domaine-là, qui pourraient pourtant bien être un représentant du jeu vidéo ? Les RPG. Les RPG, par exemple, ou d'autres. Mais un titre... J'adore les RPG. Mais titre, par exemple, qui peut se baser sur plusieurs qualités d'un jeu vidéo, par exemple, le scénario... Moi, je dirais Dark Souls. Oui, mais non, je pense que c'est pas ça la question, c'est plutôt qu'est-ce qui peut représenter aux yeux des grands publics le jeu vidéo, c'est ça ? Ça peut être ça aussi, oui. Le souci, en premier lieu, en fait, le souci, c'est que je pense déjà ça se pose au niveau d'un problème de communication. Par exemple, quand on regarde la majorité des jeux qui sont commercialisés,
et à succès. On a des jeux par exemple comme FIFA, on a les FPS Call of Duty qui est majoritairement. Et au final, disons que je pense pas tellement que c'est une idée dont les enfants sont responsables, par exemple quand ils demandent à leurs parents. Je pense juste que dès qu'il y a des publicités de jeux vidéo, on tombe toujours sur des FPS et tout ça. Et au final, Parce que c'est des jeux qui marchent. Voilà, c'est des jeux qui marchent, mais qui sont pas forcément meilleurs que d'autres. Ouais, mais il y a pour moi, ils sont meilleurs sur un point, et sur un point qui est super parce que ça reprend exactement ce qu'on disait. Dans FIFA, dans Call of Duty, qui sont les Je n'aime pas FIFA personnellement. Oui, mais on s'en fout à la Pour limite. l'instant, moi non plus, j'aime. C'est le point central, c'est que tu joues à FIFA et que tu joues à Call of Duty. Il y a une histoire dans les Call of, mais on est d'accord que tout le monde s'en branle. Oui. J'ai tapé mon micro. Donc la plupart des gens qui jouent à Call of, c'est buter du monde. Donc les gens jouent pour jouer. Donc le fait qu'un jeu marche, déjà, c'est qu'on voit que énormément de gens jouent pour jouer, pour avoir du plaisir immédiat. Le jeu vidéo, au plus grand nombre, séduit quand il est un jeu. Et je trouve ça hyper intéressant parce que là, il y avait donc mon pote qui m'avait dit, oui, faut les faire commencer par quelque chose qui se rapproche au cinéma. Et finalement, on voit que dans les tendances, dans les ventes, tout ça, c'est pas vraiment ce qui marche. L'attrait du jeu vidéo vraiment se définit pas, mais semble revenir par son interactivité. C'est vraiment pour ça que les gens viennent vers le jeu vidéo. D'où l'intérêt de la VR aussi, ça pousse l'interactivité au plus près. Pas forcément. Ça pousse l'immersion et ça n'a rien à voir. Oui, mais je pense que la VR peut vraiment donner aux joueurs l'impression d'être pleinement dans le jeu. Oui, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ouais, mais Oui, l'immersion mais et l'interactivité. et surtout ce que vous oubliez, c'est que ça coûte cher. Oui, mais non, Oui. mais ça, encore une fois, c'est Non, mais ça, c'est un détail, ça. dans notre exemple. Détail qui va disparaître au bout de quelques années. Dans notre Ouais, mais exemple, bon. on est genre dans une situation où t'es avec un mec qui est absolument motivé à jouer, tu as sous la main n'importe quelle console, n'importe quel jeu, n'importe quoi, tu es sûr qu'il va y jouer, t'es sûr qu'il a aucun a priori sur le jeu vidéo. On est dans une possibilité où la personne, enfin dans un exemple où la personne est genre, il n'y a pas de contrainte. Genre vraiment, faut que tu donnes un truc à faire à quelqu'un et voir si c'est un bon jeu vidéo pour commencer, quoi. Et du coup, ça pose une autre question. Je suis en train de me perdre complètement. Je raconte des milliards de trucs. c'est pas grave, c'est pas grave. Continue. Est-ce qu'un jeu joué par un novice qui ne connaît rien en jeu vidéo n'aurait pas le traitement le plus parfait du jeu vidéo? La possibilité de voir. En fait, ça dépend parce qu'il y a certains jeux qui sont destinés comme ça à des novices, c'est-à-dire des jeux qui sont à découvrir pleinement, qui sont tout nouveaux. Et on a d'autres jeux qui sont, je dirais entre guillemets, destinés à des initiés. C'est-à-dire il faut avoir un minimum de connaissances sur le jeu vidéo. Par exemple, je suis un gros fan d'Halo et pour comprendre quand même certaines choses, Ah bon? pour comprendre certaines choses, faut quand même avoir joué. Enfin, je sais que par exemple, pour comprendre au moins ce qui se passe dans Halo 4, on ne peut pas avoir joué à ODST ou à Reach, mais il faut au moins avoir joué aux 3 premiers opus, quoi. Oui, mais du coup, Mais ça, est-ce c'est que les suites de saga aussi. Oui, mais pour le traiter un souci jeu en c'est tant qu'on que est. tel, pour traiter un jeu en tant que Oui. tel, en tant que jeu, je me demande si genre la perception de quelqu'un qui n'a aucune expérience serait pas la meilleure, parce que un jeu qu'est-ce qu'un jeu essaye de faire raconter, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire éprouver? C'est une question dure, hein, parce que De la frustration quand tu rages. le plus simple, ça serait de dire du fun. Évidemment, quand on joue, on cherche à s'amuser. Ouais, du fun quand tu rages et que tu meurs 56 fois en 1 heure sur Bloodborne. Oui, Ouais, en mais effet. Après, Pourquoi c'est tu une fais ça? forme de Pourquoi jeu. tu fais ça? Pour réussir après? et Oui, pour parce que je après persévère, être- parce que j'ai envie de découvrir un petit peu les mystères et les clés du jeu, quoi. Donc, après, ça te récompense. Oui. Donc, t'as du fun. Oui. Donc, c'est toujours une histoire de fun. Enfin, ça semblerait être toujours une histoire de fun. C'est pareil sur Skyrim quand tu commences en mode difficile. Tu t'es Mais- fait violer. Mais après, tu vois qu'il existe des contre-exemples. Là, je vais parler d'un jeu. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Papers, Please. Est-ce que ça vous parle? J'en ai entendu parler. Inconnu au bataillon. C'est un jeu où vous êtes un garde-frontière. Tout simplement. Ah Et oui, c'est pas. Tu dois pas décider de qui si passe les gens, et qui. si oui, les gens oui. passent ou si les gens ne passent pas. Et simplement, tu as des Oui, c'est un jeu qui est Oui, ultra t'en avais parlé, répétitif non en fait. Ouais. Et j'en ai déjà parlé. En putain, fait, ça se peut, ouais. Ça me dit quelque chose. il me semble que tu en as- et- Enfin, moi, Moi, j'en ai jamais déjà, entendu parler. j'en ai déjà entendu parler. Je l'avais déjà vu sur YouTube, sur quelques vidéos, mais il me Ouais, semble alors, que t'en je- avais je déjà sais plus parlé. si c'est toi ou sur YouTube. En fait. Et donc, le principe, c'est que tu as la règle à suivre et dire si cette personne passe ou ne passe pas. Sauf que le jeu est ultra oppressant parce que tu es dans une dictature, hein, c'est ça le bail. Et du coup, c'est pour ça que. Tu refuses Voilà, quoi. tout le monde. Et du coup, le jeu,
Là, je vais reprendre ce qui a été dit par Monsieur Plouf dans sa chronique sur ça. Il dit « Ce jeu est excellent, c'est vraiment un super bon jeu, mais ce jeu est tout sauf fun. Donc, c'est véritablement ce que cherche à donner un jeu vidéo, ce n'est pas du fun. » Et qu'est-ce que c'est? Après, je pense... De la frustration. Non, mais je pense que plus que jeu vidéo, c'est le jeu tout court, qu'il soit vidéo ou pas. Ça revient à cette notion, c'est-à-dire que on pourrait penser, au premier abord, que le jeu, c'est peut apporter un fun personnel, mais je veux dire, ça peut être plus que ça. Pas tout bêtement, ça peut être des moments de partage. Alors, donc le jeu tout court, ça peut être donc du fun personnel, mais ça peut être aussi par exemple du partage, ou ça peut aussi impliquer une certaine notion de dépassement. Et là, excuse-moi d'en revenir là-dessus, je reprends sur mon expérience du scoutisme, où la tranche du coup 11-16 ans marche beaucoup par le jeu, pour des manières d'apprentissage, de fun aussi, et un peu de dépassement quand on s'amuse à faire des battle royale en vrai. Ouais, mais quand tu dis le partage ou le dépassement de soi, ça revient toujours à s'amuser. Ça revient. Alors, mais il y a aussi, par exemple, une notion d'apprentissage. Alors, je suis moins placé pour parler de jeux vidéo parce que j'y joue absolument pas. Ouais, mais tu peux avoir un regard. Je peux. On Voilà. peut tout à fait avoir un avis sans forcément y jouer. Tu sais, Tancred, on en entend beaucoup parler autour de nous. Voilà, mais je pense que. Ça revient à l'idée du novice. Hein. Je pense que c'est surtout destiné à nous divertir et parfois quand on voit toujours passer la même chose, c'est bien trouver un truc qui change, on est inattendu et on apprécie ça, tu vois, c'est un peu comme quand tu suis une série où tu dis ça c'est une série originale parce que ça a telle particularité que je ne retrouve pas dans telle autre série. Je pense qu'on peut dire la même chose pour un jeu. Pour un jeu de plateau, un jeu grandeur nature, un jeu vidéo, voilà, je vais faire mon grand jeu, mais tout en oubliant que reste un jeu vidéo et qu'il faut relativiser par rapport au jeu. C'est-à-dire que si vous passez 24 heures sur un même jeu vidéo, Oh, 24 heures, crois-moi, il y a des gens qui tapent bien plus haut. Justement. Mais du coup, on passe sur une petite moyenne pour dire qu'à ce moment-là, ça devient déjà grave. Bon, ouais, mais du je pense pas que ce soit votre cas, donc je vais m'arrêter là. Du coup, t'as ramené un autre élément, c'est qu'un jeu, en plus d'être fun, enfin, qui n'est pas forcément fun, mais il doit t'apprendre quelque chose, t'amener quelque chose de nouveau. Un peu comme une morale, en gros. C'est ça. Non, c'est ça, pas forcément comme une morale quand tu vois. Non, mais comme une idée, une idée qui va être concrétisée dans le jeu. Ouais, quelque chose de nouveau, ça t'apprend. Et du coup, je pense que effectivement, là, on a atteint aux 2 points qui permettent d'avoir un jeu vidéo, un objet de jeu vidéo qui serait le meilleur objet de jeu vidéo en tant qu'objet de jeu vidéo. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot objet de jeu vidéo quand même. Beaucoup de fois que tu dis le mot jeu vidéo aussi. Parce qu'on parle de jeu vidéo. On parle de jeux vidéo. À la place d'objet, dis machin aussi. Mais attends, j'aimerais revenir sur un truc. Attends, je peux terminer. Bon, vas-y, Hugo. Du coup, en petite synthèse, donc là, ce qu'on aurait vu, c'est que pour commencer, pour avoir un jeu qui représente le jeu, il faudrait à la fois qu'il soit fun et à la fois qu'il t'apporte quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, à mon avis, que Minecraft est un exemple parfait de pourquoi débuter et pourquoi Minecraft a eu un tel impact sur le monde du jeu vidéo, parce que vraiment, ça a été une bombe. Akila, t'avais envie de dire un truc. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de pubs Minecraft. Pas vraiment, effectivement, mais on en reparlera. Sur les débuts, il n'a pas eu beaucoup de pubs, et au final, ce sont les gens qui ont joué qui ont fait une pub monstre. Ouais, mais on en reparlera. Mais plus que les gens qui en marketing en font. Attends, laisse-moi. Tancred, ouais. Tu as parlé tout à l'heure de l'idée, donc un jeu vidéo est censé te faire apprendre quelque chose. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Pas sans s'apprendre, mais il peut nous apprendre. Il peut nous apprendre justement. Mais de en fait, la première idée, moi, que j'ai d'un jeu vidéo, c'est de s'amuser dessus. Parfois, il peut y avoir des personnes qui auront l'idée du s'amuser dans un jeu vidéo. Ça peut être, par exemple, apprentissage ou jouer entre amis à plusieurs. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de l'apprentissage, voire pas du tout. Parce que, par exemple, je prends un exemple assez commun, Pokémon. Ouais.
On va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses à apprendre derrière ou comme Non, mais moralité. Faut pas oublier qu'un jeu à la j'aime base, un jeu est un divertissement. Voilà. Non, mais je pense. Ah putain, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. En tout début de chronique, c'est divertissement. On se calme, Hugo. Non, surtout Akila, quand je disais ça, je parlais du jeu en général. Mhm. Tout bêtement, quand on était gamin et qu'on nous a offert les trucs, genre les étoiles qui s'emboîtent dans des trucs Dans en des forme trous en d'étoile. forme d'étoile, des carrés dans Voilà, des trous en et ça forme nous de apprend. Bah, ça. Et quand tu te mets à pleurer parce que le carré rentre pas. Voilà. Non, mais ça, D'accord. typiquement, ça nous apprend à reconnaître les formes, tu vois. Ou alors, je sais pas, quand nos alors maîtresses ça, d'école nous faisaient jouer, Mais tu ça, sais, ça, pour ça- apprendre l'heure et tout, Oui. en disant, allez. Oui, mais Ouais, attends, mais il a gagné, elle a un point, c'est- attends, genre. Hugo. Mais ça veut dire que ça se base sur l'idée de la nostalgie, mais une personne qui Non, n'a- non. Bah, Non, mais si, peut-être un peu. J'ai pris mais un exemple, parce que ça, c'est le. Attention avec ce genre d'exemple-là, il ne faut pas confondre non plus l'idée d'apprentissage moteur pour un enfant en bas âge ou qui est en train de grandir avec l'idée d'un divertissement pour quelqu'un d'assez avisé. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a l'apprentissage en soi d'un enfant et il y a l'idée de divertissement vidéoludique, on va dire, pour des gens de notre âge. Et ou après, plus, quoi. je pense, on a pris le mot apprentissage un peu trop à la lettre. C'est Oui. l'apprentissage, c'est l'acquisition de quelque chose de nouveau. C'est ça que j'entendais tout à l'heure. Puis surtout, genre, si on fait une comparaison avec d'autres médias, imaginons les films, moi personnellement, j'ai des films, je vais les voir spécialement pour me vider la tête. Par exemple, je sais pas, des Avengers, en gros des films de baston ou les Transformers ou des gros robots qui défoncent d'autres gros robots. Il y a beaucoup d'action et c'est Pacific parfait pour Rim. la tête. Et il y a d'autres films un peu plus pointus. Par exemple, Simon, par exemple, des Miyazaki qui sont juste très beaux, ou d'autres films qui peuvent prendre plus la tête, des films policiers avec des enquêtes et tout, ou les films que je vais vous présenter tout à l'heure. Oui. Hey Dit comme Petit ça aparté. pourrait porter à confusion. Et De quoi? Je du m'en coup, tiendrai là. tu vois, Akila, en quoi Oui. Ouais. Bah, j'avoue que si on gardait juste l'idée de l'apprentissage telle une morale dans Ouais. laquelle j'étais parti, j'avoue que je suis pas d'accord. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, Parce que- je trouve ça mieux dit. Parce que du coup, dans Papers, Please, donc le jeu pas fun de tout à l'heure, Mhm. c'est pas fun. Mais par contre, ça apprend vraiment quelque chose. Enfin, ça te fait intégrer des nouvelles choses. Déjà, ça t'a fait apprendre que le jeu n'est pas forcément fun. Exactement. Non, et puis tu apprends pourquoi tout le monde dans une dictature n'est pas forcément résistant. je Ouais, pense. mais même des trucs moins terre à terre, genre Mm. plus par rapport aux jeux vidéo. Oui, Ouais. ça peut être par rapport à. Ça peut, par exemple, être apprendre, mais genre vraiment des trucs, soit vraiment terre à terre, comme je disais tout à l'heure, comme de l'histoire, par exemple, quand on joue à Alors, Soldat Inconnu, que j'ai déjà attends- parlé la saison Attention, dernière. moi je pense que l'attrait de la. Juste 2 secondes, je te coupe 2 secondes. Tu disais d'apprendre un truc par rapport à l'histoire. Moi je pense plus que le jeu vidéo en fait c'est donner de la curiosité pour creuser Oui, après. Parce aussi. que c'est comme dans la musique au final. Mais non, c'est pas ce que je disais. Je Non, disais non, qu'un non, jeu rien à peut voir. t'apprendre quelque chose. Et que ça fait un de son attrait et un de ses. C'est que ça peut te faire acquérir. Et par ça, Ah, ça d'accord, serait j'ai- un jeu vidéo. J'avais pas compris ça Ouais. comme ça. Et désolé. du coup, ça peut te faire acquérir des trucs extrêmement terre à terre. Oui. Ou des trucs vraiment plus. J'ai envie de dire sophistiqués, mais c'est pas le mot. Mais genre des trucs vraiment par rapport à un média, par rapport. Subtil. Ouais, plus subtil, genre Et- effectivement, et- le jeu pas fun. Quand tu joues à Papers, Please, tu te dis pas, putain, ce jeu, il m'a quand même vachement il m'a quand même vachement appris que le jeu vidéo, ça se résume pas qu'au fun, que c'est bien plus complexe. Non, tu te dis pas ça. Tu te dis, lui, il passe pas parce qu'il a pas la bonne date de naissance, c'est tout. Et ouais. Et vous avez autre chose à ajouter ou parce que j'aurais une question pour terminer. Je veux juste dire que du coup, Tristan avait raison. Bah, Minecraft, ça serait une autre chronique. Voilà. On a Alors pris du beaucoup coup de moi temps. j'ai une l'avais question. prédit. On J'ai- pourrait carrément organiser une chronique débat sur Minecraft tellement le jeu est vaste. Ouais, Ah, ça, c'est pas oui, bah ça. super, comme ça tout le monde pourra Parce y que participer. étant donné que c'est un, Non, mais toi, tu vas rattraper ta culture. je te jure, on va te faire un stage de formation pendant les vacances de 10 jours à Minecraft. Pour une fois Tu que sais, c'est moi qui j'imagine est pas bien en le cochon retard. de au Julie. niveau Allez, culture. t'entraide. Je suis heureux. Et du coup, Au pire, je peux te le passer le jeu. alors après parce Ouais. qu'en fait j'aimerais vous parler Déjà bien de, sur console. de Mass Effect, mais je sais pas si tout le monde y a joué. J'adore Mass Effect. Ouais, alors justement. Oui, bah tu vas adorer arrêter de crier dans le micro dès qu'il y a un jeu dans l'espace qui arrive. Et arrêtez d'interrompre les gens. Oh, désolé, Non, mais mais j'adore. t'es connecté Non, mais là-dessus. je suis un gros fan de jeux comme Destiny, Halo, Mass Effect. Oui, Star on a Citizen compris que et tout t'aimais ça. l'espace. Laisse les gens parler. Du coup en fait moi ma Et la question. science-fiction. Mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est toi. Alors ma question à vous qui avez plus d'expérience que moi dans le jeu vidéo, c'est dans quelle catégorie vous rangeriez Rangerier. Mass Effect? FPS.
Oui, FPS, science-fiction. Mais parce qu'il y a aussi tout. RPG. Oui, parce qu'en fait, ça suit J'ai le exactement. droit de dire jeu inconnu. En fait, je vais juste. En fait, il y a pas, ça pourrait pas être qualifié comme un RPG, tout simplement qu'en fait tu Il suis y a une des histoire. notions. Il y a des notions. Oui, mais il y a des notions, mais ce que je veux dire, c'est que tu suis une histoire sans avoir d'interaction. C'est en fait, tu suis le jeu. Si, alors, il y a quand même. Alors, bon, C'est un jeu, et puis c'est ça a été critiqué pour ça, mais t'as quand même des choix. T'as la possibilité de faire des choix. Genre, par exemple, si t'as gagnes plus de points en conciliation, tu débloques d'autres solutions qui t'évitent de faire. De prendre des choix trop, Si, il y a des notions trop de dramatiques. Oui, il y a des notions, mais je veux dire, majoritairement, c'est dominé par le FPS. Oui. Mais après, parce que dans les Si FPS, on devait lui donner une seule étiquette, ce serait FPS. Après, si on devait nuancer, ce serait peut-être FPS et RPG. Mais est-ce que FPS, voilà. non, mais parce que est-ce que les FPS suivent genre des scénarios comme ça ou à choix multiples? Halo. Halo, c'est pas choix multiple, mais ça suit un scénario. Ouais. Oui, mais du coup, il y a Parce du que- choix. Il y a du Non, choix parce dans que Mass enfin, Effect. genre, bon, j'ai Même dans des trucs beaucoup plus cons, mais genre on se dit, Oui. oui, c'est un couloir où tu dois. Scénario de base. donc. Ouais. Bon après, bon parce Mais- que bon, pardon. Vas-y. Non, parce que Hugo, bon, parle. Vas-y, Il ne parle. parle pas Ok. assez alors que c'est sa chronique. Je ne suis Non, pas mais du d'accord. coup, Mass Effect, Respecté. c'est un jeu où le choix, il est permanent, mais il est juste plus en substance. On te dit, tu vas dans des couloirs, tu tires sur des trucs et t'as fini la mission. Ça peut paraître comme étant un jeu qui t'impose tout, mais en vérité, tu vas choisir de tirer sur lui plutôt que sur lui. Tu vas choisir de t'aller te cacher là-bas au lieu de là-bas. Ça, c'est- Là, il y a du choix. C'est Bah, toujours ça- des petits choix implicites. Ça fait un peu penser à Star Wars, le pouvoir de la force. Je sais pas si vous avez joué au premier. Bah, je pense que ça fait penser à Bah, en tous fait, les jeux. C'est exactement. C'est Non. exactement Mais le là, en fait, principe. tu as différentes actions à effectuer, un peu comme dans Mass Effect, pour ouvrir tel ou tel truc, par exemple. Oui, mais non, mais je veux dire, dans les substances, dans les notions de jeu, par exemple, le choix, là, il est pas seulement dans l'histoire, il est pas seulement dans les choix qu'on te donne, réellement, en te disant, là, t'as un choix, comme une option de dialogue, on va dire que c'est un choix direct. Un choix indirect, c'est, effectivement, t'es dans ton couloir où tu dois tuer des ennemis, tu vas choisir de prendre cette arme plutôt que celle-ci, tu vas choisir de te mettre à couvert derrière ça plutôt que celui-là, tu vas choisir de tirer d'abord sur lui plutôt que lui, Tu vas tirer telle balle avant ouais, telle balle. mais là, et mais c'est du Ouais. choix indirect parce que c'est pas du choix où on t'a donné Mais- le truc. Mais si c'était Mass Effect au cinéma, t'aurais pas pu choisir ton arme, t'aurais pas pu choisir ta couverture, t'aurais pas pu choisir un. mais Du coup, c'est un jeu dans son choix de substance qui est indirect. Mais dans tous les jeux vidéo qui sont des vrais jeux vidéo, enfin qui sont des jeux, dans tous les jeux vidéo, t'as ces choix au minimum, t'as des choix implicites. ouais, parce que dans Mass Effect, les choix peuvent amener par exemple à ce qu'un de tes compagnons se rebelle contre toi ou pas, s'il meurt ou pas. Et ça, c'est des choix explicites. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, moi, à la fin du 2, j'ai quasiment tué toute mon équipe. Alors que mon frère, il a tué 0 personne. Et j'ai Je la suis seule un parce que... capitaine pas très bon. Non, mais surtout que c'était Non, le personnage mec, que j'ai préféré. Faut surtout pas que tu joues à StarCraft alors. Bref. Bon, non, mais Fin de la mission. Ah, bon, ben on n'a Alors, plus que Raynor. Oui, ne joue pas à StarCraft, sinon tu vas t'attacher à tous les personnages. Ou même Halo War. Et tu N'y en joue chies. pas non plus. bref. Tu vas massacrer toute ton armée. Mais du coup, on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on commence à être très long sur ma chronique et j'en ai marre de faire des trucs de 40 minutes. Ah, c'est qui fait des chroniques longues maintenant? Bah oui, alors, ouais, mais c'était une grosse Moi, je discussion dis ça, avec mais tout le monde. je dis ça, mais personnellement, avec Tancred, tu nous accuses de faire des chroniques trop longues. Hein. Ouais. Tancred. Je suis d'accord avec Hugo. Ouais, Hugo. C'est long et moi je dois écouter tout après. Et Je suis d'accord, Hugo. Hugo, c'est pas bien. C'est dur. Ouais, Je mais là veux c'était d'autres une sujets de discussion, tout le monde a conversation. parlé. Oui, mais et des si chroniques, personne ne m'avait parfois- aidé, ça aurait fait Oui, mais 10 minutes. Les chroniques se doivent Je suis être d'accord longues avec parfois. Parce que faut vraiment développer et qu'il on ne peut pas résumer certaines choses en si peu de temps. Je Mais comprends c'est tout à vous. fait. Et on c'est pas est, et on trop. est désolé d'avance si tu dois passer plus de temps au Ça me montage. dérange strictement pas d'avoir des émissions qui durent très longtemps, comme par exemple 40 minutes, ou qui Avec- tournent sur un débat comme le jeu vidéo. Où Avec on est 4 semaines on de est retard. Ouvert. Dans tous les cas, le Écoute-moi montage jusqu'à la met fin. beaucoup de temps. Du coup, on va devoir s'arrêter là hein, parce que ça commence à être super long. Mais la semaine prochaine, je vais revenir plus en détail sur Minecraft parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Il y a vraiment plein de trucs à dire. Du coup, on en parlera. Mathis, t'auras envie d'en parler avec moi? Allez. Moi aussi, j'aurais bien vu. Et bah, tout parler le de monde va parler de l'évolution, Minecraft, ça va être Parce chouette. que, Sauf Ouais, moi. bah je il y viens a des aussi choses à alors. en dire. Et spoiler, on va aussi parler de Fortnite et vous allez savoir pourquoi si ça c'est pas un cliffhanger. En attendant, la semaine prochaine, on va passer à la prochaine chronique ou plutôt une annonce. Hugo, juste après le jingle, ça sera à toi. Hugo, est-ce que t'avais envie de nous parler d'un truc? Ah oui, bon, étant donné que j'en ai un petit peu parlé avant, donc je vais parler donc de la sortie prochaine, donc pas si prochaine que ça, mais quand même d'Halo 6 Infinite. Donc étant donné que ça fait quand même bientôt, enfin ça fait quasiment, voire un peu plus de 5 ans, donc qu'Halo 5 Guardian c'est sorti.
Donc la date d'annoncer, donc pour moi ce sera fin 2019, mais j'ai pas eu plus de renseignements là-dessus. Donc je voulais juste vous en parler parce que déjà la franchise d'Halo, c'est voilà, une franchise que j'adore, que j'affectionne particulièrement, et vous vous rendrez compte le jour du carnaval aussi. Donc c'est Halo 6 déjà, donc on a eu pas mal de lapsus dans la franchise des Halo, donc on a eu Halo Reach, on a eu Halo DST, on a eu Halo Wars, et donc on a eu pas mal de petits sauts dans le temps comme ça, d'épisodes, sauf que là donc déjà ça va être une continuité par rapport à Halo 5 Guardians. Donc ce coup-là on va pas retrouver les systèmes avec les équipes bleues, rouges et tout le bazar. Ce coup-là ça va vraiment être centré donc sur le comme il l'appelle donc Major, donc Master Chief, et on n'aura pas donc Spartan Locke personnellement, que je n'aime pas, certains l'aiment beaucoup mais moi non. Donc au niveau du système de jeu, donc le multijoueur sera toujours là, à ma grande joie bien sûr. Il y aura un nouveau moteur graphique, donc Sleep Space, que vous pouvez notamment voir sur le moteur pardon, pas sur le moteur mais sur le trailer du jeu, donc on peut vraiment en avoir la preuve qu'il marche vraiment très bien. On a la réapparition du système de partage d'écran, donc qui était indisponible dans Halo 5, ce qui était bien dommage. On a exactement aussi la réintroduction donc de systèmes de personnalisation qui sont donc similaires à Halo Reach, pour ceux qui ont joué à Halo Reach éventuellement. Non, ce n'est pas. Il n'y a pas un joueur d'Halo dans cette salle. Et j'ai pas joué à Minecraft, donc j'ai pas joué à Halo. Oui, mais Hugo, dis-moi, t'as jamais joué à Halo ? Non, j'ai jamais joué à Halo. Pour moi, c'était un peu comme Mass Effect et j'avais envie de jouer ni à l'un ni à l'autre. Oh. C'est quoi cette insulte là ? Non, je plaisante, je respecte ton opinion. J'ai joué auquel moi ? Je sais plus. Donc on aura, on s'en fout. Donc on aura aussi également donc comme dans tous les Halo, l'introduction du mode Forge. Faut que tu fasses genre de... L'introduction du mode Forge, on n'aura pas de Battle Royale parce que voilà, il y en a qui ont posé la question, est-ce qu'il y aura du Battle Royale dans Halo ? Non, il n'y aura pas de Battle Royale dans Halo. Parce que Halo vaut bien mieux que ça. Sinon ça va faire comme BO4 et ça va juste empirer la chose. C'est ça, exactement ça. C'est pour ça je pense qu'ils mettront jamais de Battle Royale dans Halo. Et ce qui est quelque chose de très bien. C'est une bonne chose. Et donc au niveau de la bande-annonce, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments d'annoncer, donc on a surtout les belles performances du nouveau moteur graphique du jeu. Donc on a forcément, déjà on voit que la scène se passe sur l'un des Halo, donc on sait que ça se passera pas sur Reach, sur la Terre, sur d'autres secteurs et autres. Donc personnellement je pense que ça va surtout donc parler donc du système des Halo dont il parlait donc dans le 1, éventuellement dans le 2, mais enfin voilà, ça va surtout parler des Halo je pense. Éventuellement des gardiens aussi, parce que il y a eu une bande-annonce Halo qui est sortie avant la sortie d'Halo 4, et en fait il y avait seulement marqué Halo à la fin du truc, il n'y avait pas de titre, et au final on retrouve aucun de ces éléments ni dans Halo 5 ni dans Halo 4, et donc on pense que c'était peut-être un petit lapsus révélateur pour la sortie d'Halo 6. Et donc sachant que certains des gardiens peuvent éventuellement se situer sur les Halo, donc éventuellement donc dans le trailer on retrouve aussi des Marines avec des Warthogs. Et à la fin, donc dans les 5 dernières secondes, on retrouve donc le casque de Master Chief, donc confirmant bien que la scène se passera donc avec notamment donc des personnages de l'UNSC, Master Chief, sans oublier bien sûr que je ne sais pas si Cortana sera de mise avec le Major, étant donné que Cortana est un peu parti en couille dans Halo 5 et Halo 4. Et donc voilà pour la fin de petite annonce. Enfin, c'était vraiment les infos assez parcellaires qu'on a sur la sortie du jeu. Sur la série que t'aimes vraiment beaucoup, Halo. Oui. Je crois qu'à chaque fois qu'on parlera de jeux vidéo, on finira par prononcer le mot Halo. Après, il y a d'autres jeux vidéo. Il y a d'autres jeux vidéo que j'affectionne aussi énormément. Il y a les franchises de Miyazaki, pas le réalisateur de Studio Ghibli, mais Bloodborne et de la trilogie des Souls. J'aime beaucoup les Elder Scrolls aussi. Surtout Skyrim parce que c'est le premier auquel j'ai joué. J'ai joué à Oblivion et à Morrowind, mais j'ai préféré Skyrim. Skyrim restera jamais gravé dans mon cœur. La façon de parler, j'aime beaucoup les Mass Effect, mais voilà, c'est vraiment, il y a certains jeux qui m'ont vraiment marqué comme ça. Bloodborne aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Et j'aime bien Subnautica aussi. C'est vrai que c'est marrant Subnautica. Ouais, c'est vraiment sympa. L'un des rares jeux que j'ai pu jouer. Bon, du coup, on va pouvoir enfin quitter le jeu vidéo, hein, ce grand marais de 45 minutes de jeu vidéo. Pour une fois que je fais pas de chronique de 45 minutes. Ouais, cette fois, c'est moi qui l'ai fait.
C'est moi qui ai le mauvais rôle. Oui, mais là aujourd'hui. c'était T'inquiète, participatif. Je viens après, si ça se trouve, je peux rattraper le coup. Ah, allez, après le jingle, on va tenter de péter le record. Étant donné la limite de temps, tu pourras pas péter le record. Mais bon, t'as une bonne chronique, on est tous là, on a envie de t'entendre parler de cinéma, mais ça sera après le jingle. À tout de suite. Alors, donc, Tancred, tu vas nous faire une chronique film. Donc, au livre que je vois sur la table, Le Crabe et Tambour. Donc, Non, vas-y. le crabe tambour. Ouais, Le Crabe Tambour. Donc, vas-y. Alors, c'est en fait sur plutôt une série de films. Au début, je vous ai parlé de films de guerre. En fait, je vous ai un peu menti parce que normalement, quand on dit film de guerre, on pense Full Metal Jacket, Platoon, Apocalypse Now. Qui a vu Full Metal De Jacket? toute façon, moi j'ai vu aucun film des trois que je viens de citer. Non, mais Je préfère Full Metal Chimie. Qui l'a vu? Qui l'a vu, sérieux? Je connais que la scène Et avec le sergent Hartman, mais Oui, sinon- voilà, moi aussi. Et mais- qui a vu Apocalypse Now? non plus. Mais Voilà. faut que je le voie. Bref, Je bon. crois qu'on va ouvrir un club cinéma aussi. là. Non mais de toute façon ça sert à rien parce que ma chronique c'est pas du tout ce genre de film. Bon je vais essayer de vous Laissez-le expliquer faire sa pourquoi. chronique. D'autant plus que c'est Ferme-la. des films. Et oh, merci. Non. C'est des films français. Alors là normalement il y a une petite goutte de sueur qui commence à Quoi, couler. Cadmerade dans un film de guerre? Pardon, on parle des nouvelles aventures d'Aladin. Non, alors, je vous rassure, ça va bien se passer. Ah. Non, alors Oh. pour faire le lien avec ma chronique histoire, vu là que c'est un peu un hors-série, je vais vous présenter vite fait la vie de ce réalisateur du coup qui a fait les films dont je vous parlais, c'est Pierre Schoenderfer. Donc Pierre Schoenderfer qui est d'origine alsacienne, né le 5 mai 1928, mort le 14 mars 2012. Passionné bien par la marine, bien qu'il n'ait jamais vu la mer, il devient marin sur un petit chalutier et écume la mer Baltique et la mer du Nord. Il en rentre ensuite en France car il est appelé pour son service militaire, puis se porte volontaire en Indochine en tant que reporter de guerre. Il saute sur Dien Bien Phu et est fait prisonnier par les Viet Minh. Il restera 4 mois dans leur camp. Il rentre ensuite en 1955. Il va travailler pour certains journaux et magazines américains, faire quelques reportages. Il va également partir en Maroc, en Algérie, avec du coup on est en pleine guerre d'Algérie. Et du coup aura le droit et fera de nombreux films. Donc, parmi sa filmographie, on peut en citer la 317e section, fin 1965, où on suit du coup en pleine guerre d'Indochine, plutôt en fin de la guerre d'Indochine, où une section donc d'une trentaine d'hommes plus des partisans locaux, sous les ordres du sous-lieutenant Torrens et aidé par son adjudant Wilsdorf, doit se replier car le Viet Minh est inarrêtable et doit rejoindre le camp retranché. Sacré Viet Minh. Et doit rejoindre le camp retranché de Dien Bien Phu. C'est pas une fin totalement joyeuse, mais bon, c'est quand même un bon film. Il y a aussi la section Anderson en 1967 où là c'est sur la guerre du Vietnam avec les Américains où il va suivre une section menée par le lieutenant Anderson. Ça c'est vraiment un reportage. Ensuite on a le Crabe Tambour où on va suivre le portrait d'un original, un excentrique de la marine, un personnage fictif bien qu'inspiré de personnages réels, qui s'appelle surnommé le Crabe Tambour. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais revenir plus tard en détail après. On a aussi L'honneur d'un capitaine en 1982 où suite un débat télévisé qui a raconté la guerre d'Algérie. Alors on n'est pas dans le même contexte d'aujourd'hui, on est 1980, mais il y a les mêmes polémiques qui reviennent où quelqu'un médit sur la mémoire d'un capitaine, le capitaine Caron, et sa veuve décide de lui attenter un procès pour diffamation pour rétablir l'honneur du capitaine Caron, bien qu'elle ne l'a pas connu, parce que ça va avec la vie d'un militaire. Je crois qu'ils le disent à un moment, tu as vécu 3 ans avec lui, mais en fait avec les permissions, tu l'as connu que 3 mois, donc autant dire que tu ne l'as pas connu. Et c'est comme ça qu'elle va non seulement première étape, elle va se lancer sur une recherche
recherche sur son mari, qui est en recherche sur son mari, et après va voir le procès, où on va beaucoup marcher par flashback, un peu comme Ménard du Crève-Tambour, je reviendrai plus tard. Et enfin, il finit sur Là-haut, un roi au-dessus des nuages en 2004. C'est son dernier film sorti. Donc, vous pouvez noter les dates entre L'honneur d'un capitaine 1982 et Là-haut, un roi au-dessus des nuages 2004, c'est écoulé un certain temps, qui est son dernier film et pourrait être qualifié d'une sorte de testament spirituel, puisqu'il met en scène un réalisateur de films qui a disparu en Indochine. Alors, comme vous voulez voir, donc évidemment, un réalisateur de film, ça revient, c'est tout de suite, c'est Pierre Schoenhofer qui se met en scène. Et j'ai oublié, du coup, je ne sais plus la date exacte, mais j'ai oublié le film Dien Bien Phu. Je n'ai pas besoin de vous raconter spécialement l'histoire, je pense. Mais en fait, c'est plus une reconstitution historique, et ce, d'autant plus fort qu'il a tourné au Vietnam avec les Vietnamiens. Voilà. Donc il y avait une envie de faire vraiment quelque chose de réaliste et de... Voilà, de réaliste, d'autant plus qu'il a mis des moyens phénoménals. Ça ressemble plus à un film de guerre traditionnel, puisqu'on a quand même une scène de bataille, notamment, je me rappelle, une scène, c'est au début, donc je ne gâche rien, où en fait on voit genre, une espèce de caméra qui commence à faire un tour, qui passe en vue les collines, et on voit petit à petit des gros éclats d'obus qui explosent les uns après les autres. Et en fait, c'est le paysage au début qui était magnifique, et à la fin, c'est un champ de bataille. Mais en fait, ça va se détacher des autres films qu'on a l'habitude de voir. Tout d'abord par toute la mise en scène, toute l'attention qui porte les personnages. Et surtout, je pense, vous en doutez avec ce que j'ai dit, c'est que lui, il a connu la guerre. Alors, on peut penser que reporter de guerre, il n'est pas en première ligne, il est à l'arrière, il n'a pas eu la même expérience des soldats. Mais détrompez-vous, car quand on voit ces images d'archives, il est vraiment en première ligne. C'est vraiment des images prises sur le vif, et d'autant plus c'est aussi un documentaire, donc pas un film. Un documentaire qu'il a fait sur l'Algérie, outre toutes les polémiques qu'il y en a, on va pas en parler, c'est pas le sujet. C'est un moment, il accompagne carrément le commando Georges en pleine mission. Alors le commandant Georges, vous voyez ce que c'est ou pas? Petit aparté. Non. Pas du tout. Non. Ok. Hugo? Ça me dit quelque chose. Ok. Bon, les harkis, vous voyez qui c'était? Oui. Ok. Non. Ok. Bon, pour Aquila. Oui, j'en ai besoin. Pour Aquila, c'était pendant la guerre d'Algérie. C'était les natifs algériens qui étaient engagés aux côtés des forces françaises. Le commando Georges, c'était des harkis un peu spéciaux, puisqu'ils étaient à l'origine dans le FLN, qui sont passés du coup des côtés français, et donc c'était les éléments les plus efficaces, puisqu'ils connaissaient leur cache, ils connaissaient leur technique, et notamment donc le jour ils portaient l'uniforme français, ils se battaient aux côtés des Français, le soir ils remettaient leur tenue d'anciens félagas, et justement aller dans les repères du FLN pour récolter des informations et tout, et donc Pierre Schoenhofer les a accompagnés pendant un de ces raids nocturnes. Vous imaginez bien qu'un Européen au milieu au milieu d'Arabes, bon. Je sais pas, c'est comme un Byzantin au milieu de l'armée de Mehmed II en 1453, quoi. Il faisait pas long feu. Mais d'autant plus que genre s'il prononce un merde, zut ou autre, il s'est grillé. Donc voilà, et c'est marrant parce que je crois sur le documentaire en fait, on voit, alors c'était l'époque, c'était des vieilles caméras qui faisaient un peu de bruit. Et on voit du coup, je crois un officier français, du coup un de ses commandants Georges, qui sont en train de discuter, et lui il allume sa caméra à ce moment-là, et je crois on voit un peu l'officier français qui s'arrête, parce qu'en fait il savait pas qu'il parlait à des alors, du coup des Français, mais des harkis justement, et du coup il s'arrête et il dit hey, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, il a vraiment suivi pendant ce raid nocturne, il était vraiment en première ligne, et donc ça se voit dans ces films, ça se voit. Et quand je vous dis, en fait, c'est pas vraiment des films de guerre, c'est plutôt des films d'histoire, pas vraiment. Documentaire historique. Pas vraiment. Non plus. Pas vraiment. Alors, il a fait des reportages. Il a aussi fait quelques films de pub pour l'armée, comme ceux qu'on voit actuellement, mais d'une époque. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que plus un témoignage. Parce que au fur et à mesure de tous les films qu'il a fait, de tous les livres qu'il a écrits, c'est aussi un écrivain, on voit qu'il y a une sorte
il donne, j'allais dire, sa vision du monde. C'est pas vraiment un témoignage des événements qu'il a vécu, et surtout un peu de ces films seraient plutôt à côté dans la catégorie épique, une sens d'épopée humaine et des hommes qui l'ont vécu. Je crois que c'est les mots d'ailleurs qu'ils utilisent pour caractériser ces films. Donc voilà, alors donc pour illustrer tous ces nombreux films, je vais vous présenter je pense qu'il est le plus iconique, que je vous recommande de voir, c'est le Crabe Tambour. Alors le Crabe Tambour. Alors l'histoire, on suit tout d'abord un escorteur chargé de sillonner la mer du Nord, la mer Baltique, et de porter assistance aux bateaux de pêche, car comme vous le savez, c'est un milieu assez rude, et voilà, il cherchait de porter assistance. À son bord, on retrouve Pierre, un médecin de marine, qui revient en France après une longue absence de 20 ans. Les charmes de l'Asie ayant fait leur travail, il est resté pendant tout ce temps en Indochine. On a aussi le capitaine, je crois pas qu'on dit son nom à un moment. Le capitaine du navire, un peu l'effigie traditionnelle du capitaine de marine, calme, austère, silencieux, toujours derrière sa vitre sur la passerelle malgré la nuit qui dure 6 mois, la tempête, le vent d'ouest. Et en fait, ces deux personnes vont avoir un point en commun, c'est qu'ils ont tous les deux connu un original, un excentrique de la marine, qui ont surnommé le Crabe Tambour. C'est expliqué pourquoi dans le film, je ne vais pas vous gâcher. Et qui ont alors Pierre qui l'a connu en Indochine, qui s'appelait Wilsdorf. Et c'est un moment quand il est sur la passerelle de cet escorteur, qui raconte un de ses souvenirs, et après il va discuter avec le capitaine. Le capitaine, en plus, je crois qu'il a une prothèse à la main, donc ça se voit qu'il a un lourd passé, très austère, et qui pourtant va se mettre à parler de cet excentrique. Vous savez, c'est ce genre de personnages qui ont... Bon, alors nous, on est quand même encore jeunes, mais ça marche pas, mais qui ont gardé leur âme d'enfant, et sur lesquels la gravité des choses, l'importance, ça semble leur passer un peu... d'une manière un peu plus lointaine que nous. C'est-à-dire que nous, on va faire toute une montagne ou quelque chose. Ils ont une certaine candeur, une certaine voilà, naïveté. Une certaine candeur. Et merci Hugo. Et c'est le genre de personnes qui ont des idées qui peuvent sembler un peu saugrenues. Par exemple, de rentrer en Indochine sur une vieille jonque chinoise, de prendre 4 mois de mer pour finalement être prisonnier par des tribus au large de la mer Rouge. Ce genre de... Voilà, excentrique. Tiens, fermez les yeux et imaginez un peu. Vous êtes sur un fleuve indochinois, un fleuve indochinois, couleur de vert. Autour de vous, il y a cette jungle indochinoise que vous n'avez jamais connue, vous qui venez de votre campagne française, avec ses bruits, ses animaux. Et puis tout d'un coup, vous entendez un corps de chasse au loin, qui sonne tout son répertoire. Et puis vous voyez qui émerge de la brume, une vieille coquille noix qui fait peine à voir. Puis dessus, siégeant comme un seigneur sur un trône mandarin, une ancienne de vaisseau, tenant un chat noir dans ses bras, et qui ordonne à son clairon de sonner du cor de chasse pour faire fuir le Viet Minh. C'est la première image de cet homme-là. Et donc, voilà. Ça fait un petit peu penser à un personnage aussi assez excentrique de la Seconde Guerre mondiale. Alors je crois que c'était Jack Churchill, et c'était le seul mec qui a fait... En gros, ce gars se battait avec une claymore et un arc et des flèches. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une claymore. Non. C'est un type grosse hache, non? Non, c'est un type d'épée. Ah oui, c'est l'épée à 2 mains là. Non, à une main, Mais... écossaise. Je crois. Claymore, ça s'utilise à 2 mains. Une claymore, ça s'utilise à une main. C'est un type d'épée écossaise avec une protection pour le poignet. Ouais, je vois, ouais. Et en gros, c'est aussi ce type d'excentrique. En gros, ce mec a fait le seul mort allemand tué par une flèche. Ouais. Durant tout le conflit. Notons-le. Ouais. Voilà. Bon voilà, donc ce genre d'excentrique. Oui, parce que... Oui, et j'oubliais, pendant les bombardements, il se mettait à jouer de la cornemuse. Ah oui, je crois, oui, j'ai entendu parler de lui. Et je sais plus, c'est Jack. Son nom de famille, c'est Churchill, c'est sûr. Mais c'est pas le. C'est un véritable Kirito dans l'âme. Il est capable de tout. Ne confondons pas tout. Bref, alors oui, parce que comme l'a dit Hugo, alors ce genre, donc le Wilsdorf, le Crabe Tambour, c'est un personnage fictif, mais que ce soit dans l'armée ou autre, enfin dans l'armée,
Il y a toujours eu des excentriques, des originaux. Il n'y en a pas. Albert Roche, pour ceux qui connaissent et qui suivent. Je vous conseille de regarder Si, Audio Tancred, vas-y, Audio continue. Connard sur YouTube. Bref, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Et alors, il se base quand même sur je crois, 2 personnages vrais qui ont réellement existé. Il y a le commandant Guillaume, moins connu pour son excentricité, mais plutôt pour un fait. C'est-à-dire que dans le film, à un moment, on voit le capitaine du navire et Wilsdorf à l'enterrement du frère de ce dernier. Un brave soldat de séjour en Indochine, mort à la tête de ses harkis en Algérie, et qui avait été aussi mobilisé par les Allemands en 42. Enfin bref. Et Wilsdorf dit mon frère préférait être enterré là-bas avec ses hommes, je vais aller le remplacer. Et bon, alors vous tenez que passer de la marine à l'armée de terre, non, ça se fait pas. Et en fait, ce commandant Guillaume, il avait fait, je crois, c'est pour remplacer son frère justement dans les paras. Il avait demandé à être muté là-bas. La marine et l'armée de terre, bizarrement, ont accepté. Et ça se base sur ce fait. Et le deuxième personnage, j'en suis moins sûr parce que je n'ai pas vérifié. C'est le commandant Langlais qui, je crois, a pris le commandement à un moment à Dien Bien Phu, qui d'ailleurs qui pestait contre le gouvernement, qui ne leur envoyait pas de renfort. Et en fait, ils étaient très marqués par l'Indochine parce que ce film, le Krapf-Tambour, tourne beaucoup autour de l'Indochine, comme la majorité des films de Pierre Schoenderfer, dans la 36e section, même dans L'honneur d'un capitaine qui pourtant parle de l'Algérie. Il parle au début, quand il présente le capitaine Caron, il parle de son séjour en Indochine. Bref, petit aparté. Et donc ce commandant Langlais, il était revenu avec plein de traditions indo-chinoises. Notamment, je crois que c'était de se faire pousser un ongle hyper long qui finissait en spirale. Et je crois, mais alors, il n'était pas très populaire. Alors, ça encore, j'ai pas vérifié, vous m'excuserez. Mais d'après ce que j'ai entendu, il avait un petit délire avec son ordonnance, donc son assistant. Alors, s'amusait. En fait, lui, le commandant Langlais, il le surnommait Maréchal. Et du coup, leur délire, c'était qu'il appelait en criant Maréchal. Et le gars, il accourait, il se mettait au garde à vous, il disait nous voilà. J'ai pas tout suivi. En gros, le commandant Langlais, il avait une ordonnance. C'est en gros un assistant, un secrétaire. Le ramé, c'est une ordonnance. Et ils avaient un délire. Leur délire, c'est que le commandant Langlais appelait son ordonnance Maréchal. Le dit Maréchal, le dit ordonnance, arrivait en courant, se mettait au garde à vous et criait nous voilà. Maréchal, nous voilà. C'est le chien de voilà. J'ai compris. Alors, c'était. Je pense que. C'était pas le maréchal Foch, non, je crois, ce truc-là. Ah non, c'est le commandant Langlais. Mais c'est une anecdote. Bon, comme vous vous doutez, c'est hyper compliqué à vérifier ce genre d'anecdote. Si tu tapes sur Google, Maréchal, nous voilà. Bref, puis même c'est pas quelque chose qu'on met en avant dans une description Wikipédia. Voilà. Mais bref, voilà, c'est une anecdote qui fait assez marrant. Toujours un peu excentrique, hein, donc on en revient à ce fameux Krapf-Tambour. Et c'est vraiment un film très fort parce que en fait, on va jongler entre les souvenirs de Pierre, le médecin de marine, et du capitaine autour du Krapf-Tambour. De Wilsdorf, si vous n'avez pas suivi, qui se passe essentiellement en Indochine. Donc on va passer des scènes de l'Indochine à la scène de cet escorteur qui sillonne les mers du Nord, qui part de l'Orient, qui passe par la Manche, passe par les fjords de Norvège, arrive à Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada. Tiens, il pleut. Ça illustre bien ce que je dis. Super. Voilà. Donc, et surtout, je crois Canada, paf, la pluie. Voilà. Avec un peu de chance, il pleuvra au même moment où les auditeurs regarderont la Voilà. vidéo. Il y a eu de la grêle, hein, donc Bref, on dira rien. Mais... Voilà, et en plus, donc le film offre de très belles scènes, des scènes qui sont en Indochine, aussi quand le Krapf-Tambour décide de repartir sur sa jonque chinoise toute pourrie, et aussi ces images de cet escorteur qui est pris dans les tempêtes des mers du Nord, qui monte et qui descend dans les vagues avec les écumes. On voit la mer passer carrément par-dessus l'avant de ce vaisseau, de ce bateau. C'est des images très impressionnantes. Alors, fait si je reprends ma fiche, en 1977. Alors, évidemment, aujourd'hui, on voit plus impressionnant, les moyens techniques ont amélioré, mais je pense que pour l'époque, et même
même moi j'ai trouvé ça très impressionnant. Si vous arrivez à le trouver en bonne qualité, j'espère pour vous. Et on va passer entre ces deux scènes-là, et aussi l'influence qu'a eu sur ces deux personnages. Parce que vous notez bien que d'après le portrait que je vous ai tiré de ce capitaine, froid, austère, c'est pas du tout le genre à être excentrique. Au contraire, c'est le question à obéir aux ordres, être un bon soldat. Et d'ailleurs, le médecin de marine Pierre, un peu parce que il le dit tout au début, j'ai peur, je rentre dans le rang, car c'est un peu genre parce qu'il est revenu après 20 ans d'Indochine. Il est totalement décalé parce que c'est quelque chose de vous imaginez bien, entre l'Indochine, entre l'Asie et ce pays, c'est totalement différent. Tant plus qu'il recroise un ancien camarade qui est devenu un peu une épave, et c'est justement, je crois, alors c'est c'est une scène c'est au début, donc je ne gâche rien, justement, où il dit c'est un peu, il croise cet homme dont il a oublié le nom, qu'importe, qui se décide à rembarquer, alors que bon voilà, après 20 ans, il est médecin en plus, il n'aura pas de difficulté à trouver du travail, mais il décide quand même de rembarquer, et le hasard, le destin le fait embarquer sur le même vaisseau que ce fameux capitaine. Et voilà, ça c'est un peu le résumé du Crabe-Tambour, un résumé un peu détaillé de ce personnage qui est excentrique, qui se balade toujours avec un chat noir, qu'il appelle mon vieux, fils de personne, père de Satan, ou ma conscience. C'est un très long nom finalement. Non, c'est la liste de ses surnoms. La liste de ses surnoms qui déserte le bateau avant de tomber dans une embuscade. Et qu'il appelle ma conscience, car, je cite, comme vous pouvez le voir, ma conscience est noire et pas très belle à regarder. Super façon de parler de son chat. Non, Pauvre mais chat. surtout un peu il appelle ma conscience. Oui. Donc c'est aussi une une métaphore. Et aussi de cet homme qui a eu 1000 vies, enseigne de vaisseau, seul maître après Dieu, comme on dit, renant sur une flottille de 3 coquinois sur le delta tonkinois, sillonnant les mers à bord d'une jonque chinoise, prisonnier puis maître d'une tribu berbère au large de la mer Rouge, à la tête d'une compagnie de harkis dans l'Algérie, et pour finir marin pêcheur à Saint-Pierre-Miquelon. Et oui, voilà. On sent un peu une tristesse dans ta voix. Non, D'où mais est-ce qu'elle vient justement parce que en fait la réaction que vous avez eue, c'est un peu la même qu'a eu justement Pierre, ce médecin de marine, en découvrant que le Crabe-Tambour était devenu enfin commandant quand même. Pêcheur quand même à Saint-Pierre-et-Miquelon. Commandant quand même. Pêcheur quand même. Mais alors, justement, vous vous doutez bien que ce capitaine, qui pareil qui fait partie des anciens, qui choisit de commander sur cet escorteur, c'est assez aussi un peu bizarre. Et en fait, vous tournez bien que tout tourne, que ce soit leur discussion et même la mission de ce bateau, la mission implicite, tourne autour du Crabe-Tambour. Je vous ai un peu justement révélé ça quand je vous ai dit qu'il finissait marin-pêcheur à Saint-Pierre-Miquelon. Vous vous doutez bien que c'est pour quelque chose de particulier. Alors, ce film a quand même eu le droit d'être joué par des acteurs, de grands acteurs. Oui, parce qu'un film joué par des acteurs, normalement, tout va bien. Et encore un des film acteurs, sans acteurs. Des acteurs assez connus, mais j'aime pas dire ça parce que c'est pas célèbre dans le mérite, milieu. Non, justement, c'est le mérite. C'est pas la réputation qui fait la qualité, c'est le mérite. Enfin bref, mais de bons acteurs, on a eu, je sais pas si ça vous parlait, mais je dis quand même, il y a eu Jean Rochefort, Claude Rich. Non. Claude Rich, vous avez vu Astérix Mission Cléopâtre? Oui. C'est lui qui joue Panoramix et qui est mort récemment. Alors, c'était pas son domaine, c'était pas les rôles majeurs qu'il a joué. Son rôle de prédilection. Son rôle de prédilection, il a aussi joué dans des films comme Attends, est-ce que je dis des bêtises? Tonton Flingueur. J'ai peur de dire une bêtise. Peut-être dans les Tontons Flingueurs. Mais aussi un film qui s'appelle Paris Brûle-t-il, où il joue le général Leclerc, un acteur assez connu. Et Michel Dufilo, qui joue un chef mécanicien venu du lointain pays des Bigouden, pays plein de croyances. On croit à l'encou, nous, monsieur, dit-il. La Bretagne, un peu trop portée sur la boisson. Un personnage, bien que secondaire,
assez atypiques auxquels on s'attache assez facilement. Je vous laisserai découvrir par le film. Et évidemment Jacques Perrin, qui est l'acteur fétiche de Pierre Schoendoerfer. Jacques Perrin, il a joué le sous-lieutenant dans la 317e section, film où il y a aussi Bruno Kremer, que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Commissaire Maigret. Ah oui. Ma grand-mère connaît mieux que moi. Oui, alors que vos grand-mères, non. Non, mais là, je connais même. Non, moi, mais que donc, vous... vous avez aucune je dis pas que excuse, vous êtes un fan hardcore de cette série, mais que vous connaissez connais. un peu de vue. Je connais Alors, un il peu était du- plus ouais, maigre voilà. à Il l'époque. Du coup, il avait un peu mais il allait bien dans le rôle de cet adjudant, et joue aussi dans le dernier film Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Donc, pour revenir à Jacques Perrin, et joue aussi du coup dans le Crabe Tambour, dans L'honneur d'un capitaine, et dans aussi Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Il aimait bien garder ses acteurs en fait. Il aimait bien garder ses acteurs, et ça m'amène à un point assez marrant avec Pierre Schoendoerfer. C'est que je vous dis que c'est vraiment un témoignage, car si on s'amuse à lire à travers ces films, on s'en marque de plusieurs choses. Tout d'abord, le Crabe Tambour, Wilsdorf. Origine. Ah, il a un nom. Ah oui, je vous l'ai dit. Oui, il l'a dit plusieurs bah fois qu'il a. Et Wilsdorf, un nom un peu germanique, comme Schoendoerfer. Sûrement. Puisque Wilsdorf, origine d'Alsace, Schoendoerfer est alsacien lui aussi. Schoendoerfer, il était marin, alors dans la marine marchande, marine civile. Et là, le Crabe Tambour, ça se passe, c'est un domaine très maritime où l'escorteur écume la mer Baltique et la mer du Nord, tout comme lui, il a fait dans sa jeunesse. Ensuite, bon, évidemment, il y a tout l'Indochine. Je vous passe pas besoin de détailler, je pense que c'est assez flagrant. Et on a toutes ces formes-là, et on sent aussi du coup à travers cette réalisation ces dialogues pas excessivement présents, mais qui à chaque fois apportent la bonne touche, c'est des répliques bien choisies, je dirais, des répliques bien choisies, et aussi qui s'amusent. Alors j'ai remarqué, il s'amuse et il se met aussi parfois en scène. Je dis dans Là-haut, un roi au-dessus des nuages, que je n'ai malheureusement pas vu, mais d'après le résumé, ils sont à la recherche d'un réalisateur qui a disparu, qui faisait tourner un film sur l'Indochine, et qui a disparu en Indochine, dans le Vietnam maintenant, pardon. Donc voilà, et aussi on se rend compte par exemple dans L'honneur d'un capitaine, on a un reporter de guerre. Dans Dien Bien Phu, on voit un jeune reporter de guerre qui saute sur Dien Bien Phu. Là évidemment je pense que c'est totalement lui qui se met en scène, qui est aussi quand Wilsdorf raconte sa captivité par le Viet Minh. Pierre Schoendoerfer a lui aussi connu la captivité chez les Viet Minh. Donc je pense que quand Wilsdorf parle de sa captivité, il n'a pas eu besoin de faire des recherches. Je pense que c'est moi qui extrapole, mais je pense que c'est vraiment Schoendoerfer qui parle à travers Wilsdorf. Et aussi un autre fait marrant, c'est que entre la 317e section, qui est un film qui est un vieux film en noir et blanc, et le Crabe Tambour, il y a une sorte de continuité. Parce que je vous ai dit, c'est l'histoire pour la 3e section d'une section d'une trentaine d'hommes avec des partisans locaux qui doivent se replier, menés par le sous-lieutenant Torrens et l'adjudant Wilsdorf. Wilsdorf, un nom qu'on connaît. Un nom qu'on connaît, mobilisé en 42, de séjour en Indochine, et justement la fin de la 310e section se termine. L'adjudant Wilsdorf fera un autre séjour en Indochine et tombera dans une embuscade dans le Djebel Amour. Tous les Wilsdorf meurent en Indochine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors non. Ils tombent tous en Indochine. Et justement, en fait, on peut carrément supposer. Bon, avant d'amener à des conclusions, c'est que quand je vais raconter la scène où le Crabe Tambour et le capitaine vont à l'enterrement du Crabe Tambour, en fait, c'est carrément, on se rend compte que quand il parle de son frère, en fait, c'est carrément le profil de cet adjudant de la 17e section. Et chose la plus marrante, c'est que quand il tient le journal où il y a l'annonce de la mort de son frère, il y a une photo, et sa photo, c'est un extrait de Bruno Kremer de la 317e section. Donc tout est un peu relié. Tout est un peu relié. Et aussi, une chose marrante, c'est dans... Troisième chose marrante. Bon, il y a trop de trucs marrants dans ce film, mais ils meurent tous. Anecdote sympathique. Dernière chose marrante et dernière anecdote sympathique. Bon, bref, je termine. Dernière anecdote marrante. C'est aussi dans L'honneur d'un capitaine, quand la veuve regarde des images d'archives pour les images d'archives pour se renseigner sur son mari. En fait, c'est des images d'archives que Pierre Schoendoerfer a lui-même tournées
Et à la fin, bon, il doit quand même mettre une image jeune de ce capitaine Caron, donc de Jacques Perrin, jeune. Et ben, il a carrément pris l'image de la 317e section. Voilà. Donc oui, il y a vraiment voilà, des donc images de la l'instant, une 317e continuité. partout. Voilà. Et alors ensuite, je vais terminer là-dessus. C'est que le crabe tambour, la 317e section et là-haut, non, je crois que ces deux films, juste ce film-là, en fait, c'est adapté de romans. Alors, vous savez, il y a toujours cette discussion, qu'est-ce qu'une bonne adaptation d'un roman et tout. Là, je pense qu'on peut être assez tranquille vu que c'est lui-même qui a écrit les livres et que c'est lui-même qui les a adaptés au cinéma. Je pense que ça va. Voilà, mais une chose assez marrante, c'est que là, j'ai amené un exemplaire. Je suis en train de le lire, je suis captivé là-dessus par ce livre. Et pourtant, j'ai regardé 2 fois le crabe tambour. Et je connais l'histoire, je connais le scénario, je connais toutes les mises en scène. Et pourtant, j'accroche quand même. Donc je pense qu'on a là aussi atteint la bonne forme du fait d'exploiter en fait ces deux médias, le cinéma et la littérature, dans le sens où ces deux médias en fait différents et chacun viennent se compléter en fait tous les deux. C'est-à-dire que c'est autant, enfin si vous voyez le crabe tambour mais que vous ne le lisez pas ou inversement vous ne perdez rien, mais si vous voyez et lisez le crabe tambour vous gagnez tout. Mais ça vous rajoute des informations ou des choses que vous préférez. Ça nous des informations et puis surtout on peut. Après je vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais voilà c'est l'avantage d'un film, c'est que ça prend moins de temps. L'avantage d'un livre, c'est qu'on peut revenir sur les mots qui sont lourds de sens, mine de rien, dans ce livre. Mais après, on aimerait bien genre tout finir d'un coup parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter parce que c'est même des épopées humaines. Hein, on a envie de se laisser porter. Puis on a aussi envie de s'attarder sur toutes les scènes. Enfin bref, je crois que j'en ai assez parlé. Oui, voilà. Voilà. On n'aura plus le temps. Mon regard pressant a réussi à atteindre tes yeux. Voilà. Un petit mot de la fin quand même. Faut conclure maintenant, hein, tel un oral de TPE ou autre chose. Eh bien, je dirais que plus que l'aspect historique ou l'aspect documentaire, si vous voulez une belle aventure humaine, je vous conseille tous les films de Pierre Schoenderfer, plus particulièrement Le Crabe Tambour. Eh ben merci beaucoup Tancred. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Nous on est un peu en retard, donc on va expédier la conclusion. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. À plus. À plus. À plus.